Jung a découvert 7 environnements psychologiques qui détruisent 90% de la force mentale des gens. Ce ne sont pas des lieux physiques, ce sont des pièges mentaux dans lesquels tu entres chaque jour sans t'en rendre compte. La plupart des gens passent des années dans ces espaces, se demandant pourquoi ils se sentent épuisés, anxieux ou perdus. Ils se blâment eux-mêmes, mais Jung connaissait la vérité. Certains environnements reprogramment littéralement ton cerveau pour agir contre toi. En 1961, Jung a traité un patient qui semblait parfaitement normal, mais qui perdait lentement la raison. Jung a retracé le problème jusqu'à 7 espaces psychologiques précis que cet homme habitait chaque jour. Une fois que Jung l'a aidé à les reconnaître et à fuir ces pièges mentaux, son patient s'est totalement transformé. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement quels sont ces lieux qui brisent ton esprit. Comment savoir quand tu es piégé? Et le protocole d'évasion de Jung qui peut sauver ta santé mentale. Car ce que Jung a découvert sur ces espaces dangereux changera ta façon de voir chaque relation, chaque pièce et chaque décision pour le reste de ta vie. Le premier et le plus dangereux lieu que Jung a identifié est la chambre d'écho, où chaque voix autour de toi reflète tes propres pensées, croyances et biais jusqu'à ce qu'ils paraissent être la vérité absolue. Le patient de Jung passait des heures chaque jour dans des clubs sociaux et des rassemblements politiques où tout le monde partageait exactement ses vues, ses peurs du changement social et sa colère envers certains groupes. Il pensait rester informé, mais Jung a compris qu'il s'empoisonnait psychologiquement. Voici ce qui arrive à ton cerveau dans une chambre d'écho. Tes voies neuronales s'affaiblissent littéralement. Les recherches du Dr Matthew Lieberman à l'UCLA montrent que lorsqu'on n'est jamais défié, les muscles de pensée critique s'atrophient comme des membres inutilisés. Jung appelait cela la possession collective, quand la pensée du groupe remplace la pensée individuelle. Le patient a cessé de remettre quoi que ce soit en question, car questionner ressemblait à une trahison. Sa vision du monde est devenue rigide, fragile et effrayée par toute perspective différente. Les signes que tu es piégé dans une chambre d'écho. Tu peux prédire ce que chacun autour de toi dira sur n'importe quel sujet. Les opinions différentes te semblent menaçantes plutôt qu'intéressantes intellectuellement. Tu as cessé de demander « et si j'avais tort » à propos de tes croyances profondes. Tes conversations renforcent, au lieu de défier, ta façon de penser. Jung a découvert que les gens enfermés dans une chambre d'écho ne cessent pas seulement de grandir, ils commencent à rétrécir. Leur esprit devient plus petit, plus craintif et plus dépendant du groupe pour sa sécurité psychologique. Mais ce n'est que le début de la façon dont ces lieux te détruisent. Car les chambres d'écho t'affaiblissent mentalement, et tu deviens donc vulnérable au second espace dangereux, l'arène de comparaison, où ta valeur est mesurée face aux réussites et statuts des autres. Le patient de Jung, déjà fragile à cause de la pensée en chambre d'écho, s'est mis à comparer obsessionnellement sa vie à celle des autres dans son cercle social. Chaque histoire de succès d'une connaissance semblait un échec personnel. Chaque réussite paraissait vide, car quelqu'un d'autre avait accompli plus. Les recherches de la docteure Rachel Calogero à l'Université de l'Ouest de l'Angleterre prouvent ce que Jung observait. La comparaison constante rétrécit littéralement le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de l'estime de soi et de la prise de décision. Voici le piège psychologique. La comparaison ne te motive pas à t'améliorer. Elle entraîne ton cerveau à voir l'insuffisance partout. Jung appelait cela le cycle d'inflation-déflation. Tu te sens soit supérieur, soit inférieur, jamais simplement toi-même. Le patient a dit à Jung « J'ai eu une promotion au travail, mais tout ce à quoi je pensais, c'était à quel point mon ami d'université
était devenu PDG plus vite. Ces réussites perdaient tout sens, car elles n'étaient pas des victoires relatives. Signe que tu es piégé dans l'arène de comparaison. Le succès des autres te fait sentir comme un échec. Tu atteins tes objectifs, mais tu te sens vide, car quelqu'un l'a fait mieux. Tu ajustes ta vie pour correspondre à ce qui paraît réussi plutôt qu'à ce qui te semble juste. Ton bonheur dépend d'être en avance sur les autres. Jung a compris que ce lieu est particulièrement mortel, car il te déconnecte de tes propres valeurs et désirs. Tu cesses de poursuivre ce qui t'apporte de la joie, et tu commences à courir après ce qui apporte de la reconnaissance. Mais le troisième lieu est encore plus insidieux. Avant de continuer, tu dois comprendre la science derrière la raison pour laquelle ces lieux sont si dangereux. Les neurosciences modernes ont confirmé les observations de Jung sur la psychologie des environnements. Les recherches du Dr Daniel Siegel montrent que les environnements psychologiques toxiques déclenchent une libération chronique de cortisol, ce qui rétrécit littéralement ton hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire et de la régulation émotionnelle. Mais voici ce que Jung avait compris avant que les neurosciences puissent le prouver. Ces lieux ne te blessent pas seulement temporairement, ils reprogramment ton état mental par défaut. Passe assez de temps dans des environnements psychologiques toxiques et ton cerveau commence à recréer leur schéma même quand tu es seul. Le patient de Jung a développé ce que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui l'impuissance acquise. Son cerveau avait été entraîné par ces environnements à attendre l'échec, la critique et l'insuffisance. Même dans des espaces sûrs, il ne pouvait pas se détendre car ses voies neuronales avaient été sculptées par le danger psychologique. C'est pourquoi Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Ces lieux programment ton inconscient pour agir contre toi. » La partie la plus inquiétante, la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont programmés, car les dégâts surviennent graduellement, subtilement, sous le seuil de la conscience. Le troisième lieu dangereux que Jung a identifié est le théâtre de performance, où l'authenticité est punie et où tu es récompensé seulement si tu portes le bon masque. Le patient de Jung travaillait dans un environnement d'entreprise où montrer la moindre vulnérabilité était un suicide professionnel. Il a appris à rire de blagues qui n'étaient pas drôles, à approuver des idées auxquelles il s'opposait et à cacher chaque part de lui qui ne convenait pas à la culture de l'entreprise. Jung appelait cela l'identification à la persona, quand le masque que tu portes devient la seule identité que tu reconnais. Le patient a dit à Jung « Je ne sais plus qui je suis. J'ai joué un rôle si longtemps que le vrai moi me paraît être un étranger. » Ce lieu est psychologiquement mortel, car il t'entraîne à t'abandonner progressivement. Chaque compromis semble petit, mais il s'additionne en une trahison totale de soi. Les recherches de la Dr Christine Neff sur l'autocompassion montrent que les personnes piégées dans les théâtres de performance développent des critiques internes sévères. Elles intériorisent les jugements durs de ces environnements et les transportent partout. Signe que tu es dans un théâtre de performance. Tu te sens épuisé après les interactions sociales, pas énergisé. Tu t'aperçois que tu es d'accord avec des choses auxquelles tu ne crois pas. Tu as peur de partager des opinions qui pourraient être impopulaires. Tu as l'impression de porter un costume que tu ne peux pas enlever. Tes vraies pensées et émotions te semblent dangereuses ou inappropriées. Le patient la décrit parfaitement. Je suis devenu si bon à être ce que les autres voulaient que j'ai oublié ce que moi je voulais. Et quand j'ai essayé de m'en souvenir, il n'y avait rien. Jung a compris que ce lieu ne cache pas seulement ton vrai soi, il l'efface. Couche après couche, compromis après compromis, jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une performance creuse sans noyau. Parce que les théâtres de performance
t'apprennent à cacher ton vrai soi, tu te retrouves donc piégé dans le 4e lieu dangereux, l'espace de souffrance silencieuse, où les besoins émotionnels sont enterrés sous l'illusion de stabilité. Jung rencontrait cela constamment dans sa pratique. Des patients issus de familles parfaites, où l'amour était supposé mais jamais exprimé, où les problèmes étaient ignorés plutôt que traités, où les apparences comptaient plus que la véritable connexion. Le patient que Jung a traité venait exactement de ce type de famille. Nous ne nous disputions jamais, dit-il à Jung, mais nous ne parlions jamais vraiment non plus. J'ai appris que le fait d'avoir des besoins était égoïste et qu'exprimer la douleur était une faiblesse. Cet espace crée ce que Jung appelait la famine émotionnelle. Tes besoins affectifs ne disparaissent pas quand ils sont ignorés. Ils s'enveniment dans l'inconscient, créant anxiété, dépression et vide inexplicable. Les recherches de la Dr. Sue Johnson sur l'attachement montrent que la suppression émotionnelle dans les relations dérègle littéralement le système nerveux. Ton corps reste dans un état de stress chronique car tes besoins émotionnels ne sont jamais satisfaits. L'aspect le plus dangereux de ce lieu est à quel point il paraît normal. Le patient dit à Jung « Je pensais que nous étions une famille proche parce que nous n'avions jamais de conflit. Je n'avais pas réalisé qu'éviter le conflit signifiait aussi éviter l'intimité. Signe que tu es piégé dans la souffrance silencieuse. Tu te sens seul même, entouré de gens. Tu as appris à supporter la douleur plutôt qu'à en guérir. Demander un soutien émotionnel te semble égoïste ou faible. Tu ressens des émotions fortes, mais n'as aucun endroit sûr pour les exprimer. La paix dans tes relations paraît fragile, comme si elle pouvait se briser si tu étais trop honnête. Trop honnête. Jung a découvert que les gens dans cet espace développent une profonde déconnexion avec leur propre réalité émotionnelle. Ils savent que quelque chose ne va pas, mais ne peuvent pas le nommer. Car le nommer briserait les règles tacites de la famille ou du groupe. Le 5e lieu dangereux est l'exact opposé du silence, la tempête chaotique, où la stimulation mentale constante étouffe ta voix intérieure jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'entendre penser. Le patient de Jung vivait constamment dans cet état. Journaux réclamant son attention, émissions de radio alimentant son anxiété, réunions sociales drainant son énergie, exigence du travail le suivant jusque chez lui. Il remplissait chaque moment calme de lecture, de conversation ou d'activité car le silence lui semblait insupportable. Mais Jung a compris que ce n'était pas une préférence, c'était une fuite. Le patient avait peur de ce qu'il pourrait découvrir dans le calme. Douleurs non résolues, décisions difficiles ou parties de lui-même qu'il ne voulait pas affronter. Les recherches du Dr Adam Gazzaley à l'UCSF montrent que la stimulation mentale chronique altère littéralement ta capacité à former des pensées cohérentes et à prendre des décisions claires. Ton cortex préfrontal devient saturé et commence à faire des choix impulsifs juste pour réduire la charge cognitive. Jung appelait cela la fragmentation psychique, quand ton attention est si dispersée que tu perds la capacité d'intégrer les expériences en sagesse. Le patient consommait d'énormes quantités d'informations, mais ne pouvait donner sens à aucune d'elles. Voici le piège. Le chaos devient addictif. Ton cerveau s'adapte à une stimulation élevée et commence à rechercher des apports plus intenses pour se sentir normal. Les moments de calme déclenchent de l'anxiété, car ton système nerveux a oublié comment s'autoréguler. Signe que tu es piégé dans la tempête chaotique. Le silence te fait immédiatement attraper un livre, un journal ou allumer la radio. Tu as des opinions fortes sur tout, mais une compréhension profonde de rien. Tu te sens occupé, mais tu ne te rappelles pas ce que tu as accompli. Ralentir déclenche l'anxiété plutôt que la paix. Tu consommes constamment de l'information, mais tu te sens vide à l'intérieur. Le patient dit à Jung « Je reste occupé car quand j'arrête, tout ce que j'évite me rattrape. Mais je suis si fatigué de fuir. »
Parce que la tempête chaotique t'apprend à éviter ta voix intérieure, tu deviens vulnérable au 6e lieu dangereux, la chambre d'abandon de soi, où tu ignores systématiquement tes propres besoins, instincts et vérités. C'est le lieu le plus insidieux car il s'installe graduellement. Tu dis oui quand tout en toi crie non. Tu restes dans des relations qui t'épuisent parce que partir paraît plus difficile qu'endurer. Tu choisis le confort plutôt que l'authenticité, la sécurité plutôt que la croissance. Le patient de Jung l'a décrit parfaitement. Je suis devenu si bon à ignorer mes instincts que j'ai fini par ne plus en avoir. Je prenais chaque décision selon ce que les autres attendaient, ce qui semblait pratique ou ce qui permettait d'éviter un conflit. Les recherches du Dr Bessel van der Kolk sur le traumatisme montrent que l'abandon de soi chronique te déconnecte littéralement de la sagesse de ton corps. Tu perds la capacité de reconnaître ce dont tu as besoin, ce que tu veux ou ce que tu ressens car ces signaux ont été constamment étouffés. Jung appelait cela la perte d'âme, non pas un concept mystique, mais une réalité psychologique où tu deviens étranger à ton propre moi profond. Le patient disait « J'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais pris une décision selon ce que je voulais vraiment. » Ce lieu est particulièrement dangereux car il se déguise en maturité, responsabilité ou altruisme. La société récompense souvent l'abandon de soi, ce qui le rend plus difficile à identifier comme un problème. Signe que tu es dans la chambre d'abandon de soi. Tu ne te souviens plus de la dernière fois où tu as écouté tes propres émotions. Tes décisions reposent sur ce qui est attendu plutôt que sur ce qui te semble juste. Tu n'as plus de préférence pour des choses qui comptaient auparavant. Tu as l'impression de vivre en pilote automatique. Quand on te demande ce que tu veux, tu ne le sais sincèrement pas. Jung a compris que ce lieu crée un vide terrifiant. Le patient lui a dit « J'ai réussi tout ce que j'étais censé vouloir, mais je me sentais complètement creux à l'intérieur. Je ne savais pas qui j'étais sous tous les « il faut » et les « je dois ». Le 7e et plus dangereux lieu que Jung a identifié existe entièrement dans ton propre esprit. Le sous-sol de l'ombre où tu as enfermé des parties de toi que tu as trop peur ou honte d'affronter. Le patient de Jung avait passé des années à éviter cet espace intérieur. Chaque fois que des souvenirs douloureux, des pensées honteuses ou des émotions difficiles remontaient, il les repoussait dans ce que Jung appelait l'inconscient personnel. Mais Jung a découvert quelque chose de terrifiant. Ce que tu enterres ne reste pas enterré. Cela grandit dans l'obscurité, influençant ton comportement de façon que tu ne comprends pas. Le patient se surprenait à saboter ses relations, à surréagir à des offenses mineures et à répéter des schémas qu'il avait juré de ne jamais répéter. Les recherches du Dr Peter Levine sur le traumatisme montrent que le contenu émotionnel non traité vit littéralement dans ton système nerveux, créant une dérégulation chronique tant qu'il n'est pas intégré consciemment. Jung appelait cela la possession par l'ombre. Quand les parties de toi que tu as rejetées commencent à contrôler ta vie depuis l'inconscient. Le patient dit à Jung « Je suis devenu tout ce que je détestais chez mon père, mais je ne l'ai pas vu avant que les dégâts soient encore faits. » Le sous-sol de l'ombre est dangereux, car l'évitement donne plus de pouvoir à ces parties rejetées, pas moins. Elles se manifestent en projection, en addiction, en colère soudaine ou en autosabotage inexplicable. Mais voici ce que Jung a découvert. L'ombre contient aussi une puissance et une créativité immense. La colère du patient, une fois intégrée consciemment, est devenue une défense passionnée. Sa tristesse est devenue une profonde empathie. Sa honte est devenue une compassion intense pour les autres confrontés aux mêmes difficultés. Signe que tu évites le sous-sol de l'ombre. Tu as des réactions émotionnelles fortes qui te surprennent. Tu répètes des schémas relationnels bien que tu saches mieux. Tu juges durement les autres pour des traits que tu crains secrètement en toi.
Tu souffres d'anxiété ou de dépression persistante sans cause claire. Tu as l'impression de combattre un ennemi invisible en toi. Jung a compris que la guérison exige de descendre dans ce sous-sol, non pas avec jugement, mais avec curiosité et compassion. Maintenant que tu peux reconnaître ces 7 lieux dangereux, comment en sortir? Jung a développé ce qu'il appelait le processus d'individuation, une approche systématique de la liberté psychologique. Première étape, la reconnaissance consciente. Tu ne peux pas quitter un lieu que tu ne sais pas occuper. Le patient de Jung a dû évaluer honnêtement lesquels de ces environnements il habitait chaque jour. Cela demande une honnêteté brutale sans auto-jugement. Deuxième étape, l'audit environnemental. Examine chaque espace que tu fréquentes régulièrement, physique et digital. Jung enseignait que la conscience transforme l'influence inconsciente en choix conscient. Demande-toi, cet environnement m'aide-t-il à grandir ou me maintient-il petit? Troisième étape, le retrait stratégique. Tu n'as pas besoin d'abandonner ta vie, mais tu dois limiter ton exposition aux environnements psychologiques toxiques. Le patient de Jung a commencé par de petits changements. Réduire le temps dans les cercles sociaux toxiques, poser des limites avec les personnes négatives, créer des périodes quotidiennes de solitude et de réflexion. Quatrième étape, l'intégration consciente. C'est ici que l'approche de Jung devient révolutionnaire. Au lieu d'éviter seulement les environnements négatifs, tu dois consciemment créer des environnements positifs. Recherche des personnes qui te défient avec bienveillance, des environnements qui soutiennent la croissance, des espaces où l'authenticité est valorisée. Cinquième étape, le travail de l'ombre. Jung croyait que tant que tu n'affrontes pas ce que tu as caché dans le sous-sol de l'ombre, tu recréeras inconsciemment des schémas toxiques partout où tu iras. Cela nécessite une thérapie, l'écriture ou d'autres méthodes pour ramener le contenu inconscient à la conscience. Sixième étape, l'entretien régulier. Jung a découvert que la liberté psychologique exige une vigilance continue. Ces lieux dangereux sont séduisants car ils offrent un faux confort, une appartenance facile ou des schémas familiers. Tu dois consciemment choisir la croissance plutôt que le confort, la vérité plutôt que la commodité. Le patient dit à Jung, après 6 mois, « Je n'avais pas réalisé combien d'énergie mentale je dépensais dans ces espaces toxiques. Maintenant que je les ai quittés, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon esprit. » Jung a documenté des transformations remarquables quand les gens échappaient à ces pièges psychologiques. L'histoire de son patient est devenue un modèle pour des milliers d'autres en quête de liberté mentale. En 3 mois seulement, après avoir quitté la chambre d'écho, la pensée critique du patient s'était améliorée de façon spectaculaire. Il a commencé à remettre en question ses suppositions, à chercher des perspectives diverses et à prendre des décisions fondées sur des preuves plutôt que sur la pensée de groupe. Après avoir échappé à l'arène de comparaison, il a découvert des intérêts et des objectifs qui étaient vraiment les siens. Il a cessé de mesurer sa valeur par rapport aux autres et a commencé à poursuivre un travail aligné sur ses valeurs plutôt que sur son image. Quitter le théâtre de performance fut plus difficile car cela exigeait de décevoir des gens qui préféraient son masque à son vrai moi. Mais Jung lui a enseigné que les relations fondées sur une performance fausse ne sont pas de vraies relations. L'espace de souffrance silencieuse a exigé l'apprentissage complet de nouvelles compétences en communication. Le patient a dû s'entraîner à exprimer ses besoins, poser des limites et demander du soutien, des compétences que sa famille n'avait jamais montrées. Échapper à la tempête chaotique signifiait développer une tolérance pour le calme, l'ennui et l'anxiété qui surgissaient d'abord dans les moments de silence. Mais Jung savait que la sagesse n'émerge que dans l'espace contemplatif. La chambre d'abandon de soi a exigé le changement le plus effrayant. Prendre des décisions basées sur sa propre vérité plutôt que sur les attentes extérieures.
Cela signifiait décevoir certaines personnes, mais aussi vivre enfin dans l'authenticité. Le travail du sous-section de l'ombre restait en cours, mais chaque intégration le rendait plus entier, plus compatissant et moins enclin à projeter ses problèmes sur les autres. Jung a observé que les personnes qui échappent à ces lieux ne se contentent pas d'aller mieux, elles deviennent des personnes totalement différentes. Leurs relations s'améliorent, leurs décisions se clarifient, et elles développent ce que Jung appelait la souveraineté psychologique. Ce que Jung a découvert dans la transformation de son patient révèle quelque chose de profond sur les environnements psychologiques. Quand tu changes ta relation à ces espaces, tu changes aussi les espaces eux-mêmes. La famille du patient a d'abord résisté à ces nouvelles limites et à son honnêteté émotionnelle. Ils ont tenté de le ramener dans la souffrance silencieuse, car sa croissance menaçait leur schéma familier. Mais Jung lui a appris à maintenir ces changements avec compassion, pas avec agressivité. Peu à peu, son authenticité a donné aux autres la permission d'être vraie. Sa sœur a commencé à exprimer ses propres sentiments enfouis depuis longtemps. Son père a avoué une dépression qu'il avait cachée pendant des décennies. Le système familial a commencé à guérir parce qu'une personne a refusé de participer à la dysfonction. Au travail, le patient a cessé de jouer un rôle et a commencé à contribuer de façon authentique. Certains collègues se sentaient menacés, mais d'autres étaient inspirés. Il a découvert que le leadership authentique était plus puissant que la recherche d'approbation basée sur la performance. Jung appelait cela l'effet d'onde de l'individuation. Quand tu cesses de participer aux schémas psychologiques toxiques, tu obliges ces schémas à évoluer ou à se dissoudre. Le patient a dit à Jung « Je pensais que me changer me rendrait solitaire, mais en réalité cela a attiré des gens qui voulaient une vraie connexion. J'ai échangé de nombreuses relations contre quelques-unes vraiment significatives, et c'était le meilleur échange que j'ai jamais fait. » Voilà l'idée ultime de Jung sur ces lieux dangereux. Ils persistent parce que nous acceptons collectivement de les habiter. Mais quand assez d'individus choisissent la liberté psychologique, l'environnement collectif se transforme. Rappelle-toi de la découverte initiale de Jung. 90% de la force mentale des gens est détruite par ces 7 environnements psychologiques. Mais maintenant, tu sais quelque chose que la plupart ignorent. Tu peux choisir autrement. Le patient de Jung avait commencé comme un homme perdant lentement la raison dans des espaces qui semblaient normaux, voire confortables. Il a terminé comme quelqu'un qui avait retrouvé sa souveraineté psychologique et aidé d'autres à faire de même. Les 7 lieux dangereux identifiés par Jung ne sont pas de simples concepts abstraits.